Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous investisseur annuel. Aujourd'hui, nous accueillons tout d'abord Laurent Trevisani, notre directeur général délégué groupe SNCF, qui nous présentera la performance opérationnelle du groupe ainsi que les résultats 2024 dans un premier temps. Puis, dans un second temps, nous aurons un échange avec notre directeur financement et trésorerie, M. Arnaud Kolb, qui, lui, tout d'abord, va nous présenter la stratégie financement ainsi que l'environnement de marché dans lequel le groupe a évolué. Bonjour Laurent, bonjour Arnaud. Bonjour Ibrahima, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Pour commencer, quel bilan, Laurent, faites-vous des résultats 2024 ? Alors, je crois qu'il faut commencer par d'abord quelques éléments sur le contexte. En 2024, le groupe a évolué dans un environnement marqué par une croissance économique au ralenti, en France et en Europe, à plus 1,1%, et une consommation des ménages quasiment atone, en hausse de seulement 0,8%. Le point positif de ce tableau réside dans l'inflation, qui est revenue à un niveau plus raisonnable de 2,4%. Dans ce contexte, le groupe SNCF a su réaliser une croissance soutenue avec des revenus qui progressent de 4,8%. Cette hausse est portée par la totalité des métiers, la logistique notamment impactée par des baisses de volume, à l'image du secteur, s'en sort plus qu'honorablement, avec un chiffre d'affaires qui augmente légèrement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que cette croissance de nos activités est une croissance profitable, puisque l'EBITDA, lui, atteint 7 milliards d'euros, ce qui représente une marge opérationnelle de 16%, en hausse de 60 points de base. Alors, cette efficacité opérationnelle, elle est due à un double effet. Le dynamisme de nos activités, comme je l'ai dit il y a quelques instants, d'une part, et d'autre part, la maîtrise de nos charges via notamment des plans de performance et d'économie. La bonne tenue de ces résultats financiers permet au groupe de réaliser un 4e exercice consécutif bénéficiaire avec un résultat net de 1,6 milliard d'euros et de tenir ses engagements auprès de son actionnaire, c'est-à-dire générer un cash flow libre positif pour le groupe depuis 2022 et pour la première fois depuis la réforme ferroviaire pour le périmètre SNCF Réseau également. Alors, les objectifs communiqués au marché ont par ailleurs été atteints. Le groupe a généré un cash flow libre de 1,6 milliard d'euros, comme je l'ai dit il y a quelques instants, bien au-delà du seuil de 500 millions d'euros, et a amélioré sa solidité financière avec un ratio dette nette sur EBITDA de 3,6, en amélioration de 0,2 points par rapport à 2023. Merci Laurent pour cette introduction. Alors, cette bonne performance s'est-elle accompagnée d'investissements importants en 2024 ? Oui, tout à fait, absolument, Ibrahima. C'est un point notable. Il est crucial de retenir ce point. Nous sommes parvenus à générer un cash flow libre positif, à maîtriser notre dette, tout en réalisant des investissements massifs pour un montant historique de 10,8 milliards d'euros, dont 3,2 milliards d'euros sont sur fonds propres. Par ailleurs, nous avons payé 1,7 milliard d'euros de dividendes à l'État, à notre actionnaire, que celui-ci a réinjecté intégralement dans la rénovation et la modernisation du réseau ferroviaire via le fonds de concours. Donc, près de la moitié de ce niveau historique d'investissement, des 10,8 milliards d'euros, est financé par les ressources du groupe. La quasi-totalité de nos investissements sont destinés au financement du ferroviaire en France. Dans le détail, 3,7 milliards d'euros ont été investis par SNCF Voyageurs, principalement pour la rénovation et l'achat de matériel roulant, et 5,5 milliards d'euros par SNCF Réseau pour la régénération, la modernisation de son réseau, mais aussi le financement de projets de développement. Merci pour cette présentation très claire sur les investissements. Maintenant, que pouvez-vous nous dire sur la performance des différents métiers du groupe ? Alors, commençons tout d'abord par les gestionnaires d'infrastructures avec SNCF Réseau. Cette société cette filiale a généré une croissance de 5,6% de ses revenus
pour atteindre 7,9 milliards d'euros, portés par l'augmentation des péages d'accès au réseau. SNCF Réseau a su maîtriser ses charges puisque la marge opérationnelle de cette filiale s'améliore de 4,2 points de pourcentage à 26,7%. Alors, avec un cash flow libre positif, l'objectif de rétablir son équilibre financier est complètement atteint. Notre autre gestionnaire d'infrastructure, SNCF Gares et Connexions, qui gère, exploite l'ensemble des gares sur le réseau, affiche une hausse de son chiffre d'affaires de 8%, portée par un fort dynamisme des commerces en gare qui progresse de 13% de progression. C'est vraiment notable. Je pense notamment à la presse, à la restauration. SNCF Voyageurs, nos activités de transport de personnes, a bénéficié de l'engouement des clients pour le train, une tendance qui s'est poursuivie en 2024, que l'on avait vu naître auparavant, lui permettant d'atteindre plus de 20 milliards d'euros, en l'occurrence 20,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les segments TER et Transilien ont tous deux connu une hausse de la fréquentation de plus de 10%, et celui de la grande vitesse de 4% en France, ce qui est notable, soit 129 millions de passagers transportés. Alors, SNCF Voyageurs a également été en capacité de remporter des appels d'offres majeurs pour les contrats régionaux, à savoir 4 appels d'offres gagnés sur un total de 7 pour le segment TER et Transilien. Et ces appels d'offres gagnés représentent plus de 80% des circulations qui ont été mises en concurrence quand on les mesure en train-kilomètre. Et ça, c'est l'élément important. Notre activité de mass transit donc, s'est très bien portée en 2024. Keolis affiche une hausse de revenus de 9,6%, reflétant ainsi la capacité de cette entité à décrocher des contrats majeurs dans un environnement ultra concurrentiel. La balance des appels d'offres en 2024, comme vous le voyez, est favorable avec de nombreux contrats remportés, aussi bien en France qu'à l'international, et notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Alors pour la France, je pense entre autres au contrat d'exploitation de bus de la métropole de Lyon, qui a été remporté, comme vous l'avez pu le constater par Keolis, ou encore aux 2 contrats en Île-de-France, l'un de bus, l'autre pour la ligne de métro 18 dans la galaxie du Grand Paris. Alors, dans le contexte économique difficile que traverse le secteur de la logistique, Géodis, nous l'avons dit il y a quelques instants, stabilise son chiffre d'affaires et améliore sa marge opérationnelle. Alors, c'est une performance remarquable parce que l'amélioration, plus d'1 point de pourcentage à 10,7%. Cela témoigne de la résilience de son portefeuille d'activités. Sur ces 4 grands métiers, Géodis a su adapter son outil industriel. Enfin, RLE, Rail Logistique Europe, réalise elle aussi une très bonne performance avec des revenus en hausse de 7,9%, malgré le plan de discontinuité commerciale imposé par la Commission européenne, qui a visé notamment à mener à bien la cession de 23 flux. 2 entités ont par ailleurs été créées au 1er janvier 2025 en lieu et place de Fret SNCF. Il s'agit des sociétés Exafret et Technis. La performance de Rail Logistique Europe a été notamment tirée par des marchés, des secteurs dynamiques comme les produits pétroliers. Une vision métier à la fois claire et détaillée. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, quels sont pour vous les principaux faits marquants de l'année 2024 ? Les faits marquants. Alors, je dirais tout d'abord, en premier lieu, on pense bien sûr, c'est l'année où la France a organisé les Jeux olympiques et paralympiques. Et je dois dire que la SNCF a parfaitement su relever ce défi. Le groupe a atteint des records en mass transit, avec 4 millions de voyageurs transportés chaque jour en Île-de-France. 4 millions chaque jour. Voilà. Et certaines avancées réalisées dans le cadre de ces Jeux perdureront dans le temps, au-delà même de l'été 2024. Et c'est le cas, par exemple, des 230 gares qui ont été rendues accessibles en Île-de-France. Ensuite, 2024, c'est aussi l'année de réussite opérationnelle majeure. Alors, je pense par exemple au projet EOL qui a continué et qui a permis en quelque sorte la mise en exploitation du prolongement du RER E vers l'ouest et a permis aussi la mise en service de 3 gares, Neuilly, Porte-Maillot, La Défense
et Nanterre. Je pense également aussi à la mise en œuvre de la signalisation ERTMS sur la ligne Paris-Lyon. C'est une première mondiale. C'est un dispositif qui permet d'augmenter la capacité d'utilisation de cette ligne de près de 25% à horizon 2030, tout en garantissant un haut niveau de sécurité. Je rappelle, première mondiale technique faite par SNCF Réseau. Alors enfin, je citerai le bon positionnement de notre segment TGV à l'international dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. La réussite de Ouigo España démontre la capacité du groupe à exporter son savoir-faire sur des marchés étrangers bien ciblés. Le groupe sait également nouer des partenariats stratégiques, comme le prouve la liaison entre Paris et Berlin, qui est le fruit de la coopération entre l'opérateur allemand Deutsche Bahn et SNCF Voyageurs. Merci Laurent. Peut-être une dernière question qui porte sur l'ESG. Quelles ont été les principales avancées en la matière? Alors, l'ESG, c'est un sujet et c'est une des priorités du groupe. Alors, en 2024, le groupe a su renforcer le volet RSE de sa stratégie autour de, je dirais, 2 axes majeurs. L'augmentation de son impact positif sur la société et dans les territoires, et le deuxième axe, la réduction de son empreinte environnementale. Alors, notre impact sur la société, ça prend diverses formes, mais je peux citer 2 exemples. Le premier, c'est que nous sommes un employeur important, puisque nous employons 290 000 collaborateurs, dont 217 000 en France. Et en 2024, nous avons recruté 27 700 collaborateurs, ce qui représente un record. Voilà. Le deuxième, c'est que nous tenons à mener aussi une politique d'achat responsable. Deuxième exemple, puisqu'en 2024, c'est 16 milliards d'euros d'achats qui ont été effectués par le groupe, dont 97% en France, auprès de 12 700 PME et PMI. Voilà. Alors, l'autre volet, l'autre axe, c'est la décarbonation. Donc, en ce qui concerne la décarbonation, nous sommes actuellement à la moitié de notre objectif de réduction, l'engagement que nous avons pris entre 2015 et 2030. Nous avons atteint 50% de cet objectif. Ce qui montre d'ailleurs l'implication du groupe et la volonté de réussir cet objectif. Geodis et Keolis, qui sont 2 grandes filiales du groupe, ont complètement intégré une trajectoire de réduction d'émissions de carbone, et cette trajectoire a été validée par SBTi depuis l'année dernière. Et donc ça, c'est un élément très important qui prouve l'implication de ce groupe. Alors la décarbonation du matériel roulant, elle, se poursuit aussi. Je citerai quelques exemples. Le TER hybride est en exploitation commerciale dans certaines régions et l'homologation du TER à batterie est en cours. Le groupe a aussi pris l'engagement et donc l'a réalisé, publie aussi cette année son premier rapport de durabilité conformément à la directive européenne CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, en l'occurrence les informations en matière de durabilité des grandes entreprises. Donc là, vous voyez très bien, Ibrahima, l'engagement et l'ensemble des mesures qui sont prises pour développer le volet RSE, qui est un volet stratégique important pour le groupe. Tout à fait, c'était très intéressant, Laurent. Peut-être maintenant, pour conclure, avant de passer à la partie financement, que pouvez-vous nous dire? Alors, je dirais que, pour résumer, notre action en 2024 s'est appuyée sur 3 piliers. D'abord, notre capacité à générer une très bonne dynamique commerciale dans un contexte économique difficile. Premier point. Ensuite, avoir su exercer un pilotage rigoureux, opérationnel. Et enfin, on a su mettre en œuvre un investissement massif dans le ferroviaire ou continuer à investir massivement dans le ferroviaire. Et je dirais même 2024, c'est un niveau record, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on a su surmonter le contexte macroéconomique difficile et on a su réaliser une performance que nous considérons satisfaisante. On retiendra, bien sûr, le bon dynamisme de SNCF Voyageurs,
La pertinence de notre stratégie qui est basée sur la diversification de notre portefeuille d'activités, à l'image de Géodis qui a su faire preuve d'une bonne capacité d'adaptation. L'année est donc à la hauteur des attentes de nos clients et de l'État actionnaire. La performance financière est au rendez-vous, puisque le groupe, je le rappelle, a dégagé un cash flow libre global positif, largement positif, dans la continuité de ce qui est fait depuis 2022, mais aussi depuis cette année, un cash flow libre positif pour le périmètre, pour la société SNCF Réseau, pour la filiale SNCF Réseau. Enfin, je dirais que le bilan est tout aussi positif pour nos engagements extra-financiers, je viens d'en parler il y a quelques secondes, puisque nous avons conforté le déploiement de notre politique ESG, et ça, c'est vraiment un élément très important qui est suivi de façon très attentive par la direction générale. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces informations. Merci, Ibrahima. Maintenant, nous allons passer à M. Kolb, le directeur financement et trésorerie. Arnaud, pouvez-vous commencer par nous décrire l'environnement de marché de 2024 ? Oui, bien sûr, Ibrahima. Commençons par l'inflation. Comme l'a mentionné Laurent, elle a reculé en 2024 pour s'établir à 2,4%. Elle était à 5,5% en 2023. Mais ce niveau de 2,4% est toujours supérieur à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne. Comme prévu, mais un peu plus tard qu'anticipé, la BCE a donc réduit ses taux à 4 reprises, totalisant une baisse de 100 points de base. Cela nous a affectés au niveau de nos placements de trésorerie, car ils sont investis à court terme sur ces taux courts pilotés par la BCE. Néanmoins, le groupe a tout de même réussi à dégager 189 millions d'euros de produits nets sur la gestion de trésorerie en 2024, malgré cette baisse de taux. Cela dit, si les taux de la BCE ont baissé, ce n'est pas le cas du taux souverain français, pour les raisons que vous connaissez. Cette hausse des taux de l'OAT a été en partie compensée, comme pour les autres agences françaises, par la baisse du spread de crédit de la SNCF face à l'OAT. On pense que cette baisse s'explique par différents facteurs techniques un peu compliqués à expliquer, mais aussi par notre stratégie 100% financement vert. Ce resserrement de spread de crédit combiné au débouclement de nos précouvertures de taux et au choix judicieux des périodes d'émission, des ténors, des devises, en bref de la politique de financement, ont permis au groupe SNCF d'obtenir un taux moyen de financement de 3,09%, identique à celui de 2023 et bien inférieur à l'OAT de fin 2024. En tenant compte d'une part des produits de trésorerie, de l'autre du stock de dette, le taux moyen de la dette nette du groupe est en 2024 de 2,01%, soit un taux ultra compétitif dans le marché actuel. C'est le reflet d'une bonne gestion historique de la dette du groupe. Alors, justement, vous avez parlé de politique 100% finance verte. De quoi s'agit-il ? Prenons un peu de hauteur. En 2024, le marché de d'émissions obligataires durables au sens large a atteint presque 1 000 milliards d'euros, toutes catégories confondues. Et dans ce compartiment, les obligations vertes arrivent en tête de liste avec 557 milliards d'euros, soit une hausse de 5% par rapport à 2023. Du fait de la nature de ces activités, c'est assez naturellement que le groupe SNCF a décidé d'adopter une stratégie de financement via ce segment de marché, les obligations vertes, et même d'aller au-delà pour que 100% de ces financements, qu'ils soient courts ou long terme, obligataires ou bancaires, se fassent via des instruments éligibles à la finance durable à horizon 2025. Or, dès 2024, la totalité de nos financements obligataires ont déjà été réalisés au format vert, c'est-à-dire en respectant les critères des Green Bond Principles et de la Climate Bond Initiative. Nous en avons émis pour un montant de 1,6 milliard d'euros et une maturité moyenne d'environ 10 ans. En résumé, depuis 2016, année de la première émission Green Bond du groupe SNCF, le groupe a réalisé près de 12 milliards d'euros d'émissions green. Nous avons également poursuivi un objectif de diversification de nos émissions, à la fois en termes de devises, on a fait de l'euro, des devises étrangères, mais aussi des émissions publiques, des émissions privées. D'ailleurs, on peut noter que 10% de nos émissions obligataires ont été réalisées en francs suisses, qui est notre deuxième devise d'émission. Nous avons également élargi notre base d'investisseurs, puisque seuls 13% d'entre eux étaient français en 2024 et 37% provenaient même de pays hors zone euro. Très clair. Alors ça, c'était pour l'année 2024. Qu'en est-il tout d'abord du programme de financement 2025 ? Et aussi une autre question, craignez-vous des impacts en termes de notation sur les notations crédit du groupe ? Alors, Ibrahima, comme je vous l'ai expliqué, pour 2025, nous ciblons de nouveau un financement 100% green, long terme, obligataire.
Et nous avons fixé le plafond d'émission de l'année à 2,1 milliards d'euros et une maturité moyenne légèrement en hausse à 12 ans. Conformément à ce dont nous discuté, nous voulons également finaliser le verdissement de nos financements court terme en mettant notamment en place un programme NeoCP 100% green qui serait une première en France. Côté crédit, comme vous le savez, nous sommes évalués par 3 agences de notation. Et en 2024, les notations de ces 3 agences ont évolué à la suite de la dégradation de la note de l'État français, puisque notre note est assez corrélée à l'État français. Donc effectivement, si l'État français venait à être encore dégradé, cela aurait un impact mécanique sur notre notation. Cependant, élément important, nous restons solidement ancrés dans le segment single A de l'investment grade, donc un compartiment de très bonne catégorie, et nos notations intrinsèques restent d'excellente qualité. Mieux encore, l'agence S&P a relevé notre notation intrinsèque en juin 2024, passant de BBB- à BBB, reflétant la bonne trajectoire financière du groupe. En matière de notation extra-financière, nous conservons notre positionnement best-in-class. Par exemple, l'agence EcoVadis a une nouvelle fois reconnu les efforts et les engagements du groupe en lui attribuant une note de 85 sur 100 en juillet 2024. C'est une progression significative à l'échelle de la méthodologie de l'agence, puisque c'est 3 points de plus par rapport à 2023. Et ça permet au groupe de se maintenir parmi le top 1% des entreprises les mieux notées dans le secteur. Nous faisons également l'objet de notations extra-financières non sollicitées. Sur ce plan, on peut noter que l'agence Sustainalytics a amélioré sa notation de risque à 20,9 en avril 2024 contre 23,8 en 2023. Ils ont une échelle inversée. Nous classons désormais 7e mondial dans le secteur du transport ferroviaire. La deuxième notation non sollicitée provient du fournisseur d'indices MSCI, qui apparaît avoir relevé la note de SNCF récemment, l'a rétrogradée en janvier 2025 à son niveau précédent, soit BBB. Nous allons travailler avec eux pour clarifier ce revirement, alors même que les fondamentaux du groupe n'ont pas changé depuis la confirmation de la note précédente, une note A, en décembre 2024. Merci Arnaud. Pourriez-vous, avant de passer au Q&A, conclure sur les points importants maintenant? Tout à fait, Ibrahim. Je dirais en conclusion et avant toute chose que l'exécution de notre politique de financement est facilitée par la bonne performance financière du groupe, que a décrite Laurent dans le détail précédemment. D'autre part, nous avons d'ores et déjà atteint notre objectif de financement vert en point de vue obligataire, et nous avons réussi à améliorer la notation financière intrinsèque du groupe malgré un contexte difficile. Donc tous les signaux sont au vert. En 2021, SNCF a lancé une stratégie 100% finance durable visant à convertir tous ces financements, comme je l'ai décrit précédemment, d'ici 2025. Or, dès 2024, tous nos financements moyens à long terme, donc non seulement le financement obligataire, mais également les financements bancaires, sont d'ores et déjà réalisés au format green. Il ne nous reste désormais plus qu'à convertir 100% de nos financements court terme en format green, ce qui sera fait en 2025, conformément à notre engagement. Merci Arnaud, merci surtout pour cette vision très claire de la stratégie de financement du groupe. Je vous propose maintenant de passer au Q&A. Donc, une première question, je pense que la question est plutôt pour vous, Laurent, sur les perspectives du groupe. Alors, la question, elle est la suivante. Votre chiffre d'affaires augmente, votre EBITDA augmente. Peut-on s'attendre à une performance similaire pour l'année 2025 ? C'est une question qui n'est pas une question évidente. Alors, comme vous avez pu le constater, 2024 est, je dirais, de bonne facture. On a à la fois une augmentation sensible du chiffre d'affaires et une augmentation de l'EBITDA. Ça, c'est un élément très positif, comme vous avez pu le constater. Donc la question, c'est est-ce que l'on va faire aussi bien l'année prochaine? Alors, ce n'est pas si simple d'y répondre. Bon. Tout d'abord, le contexte macroéconomique, concurrentiel, reste toujours un challenge pour toutes les sociétés du groupe. Alors, le contexte géopolitique, on constate tous chaque jour, est très incertain et il est particulièrement volatile sur le transport et la logistique. Moi, je pense très sincèrement que le groupe est armé, même très bien armé, pour affronter ces défis. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense que nous avons tous les atouts pour relever ces défis, pour relever les enjeux et pour faire en sorte que l'année 2025 soit une année satisfaisante, notamment sur ses résultats financiers. Merci. Une deuxième question, toujours pour vous, Laurent. Alors, c'est une question plus spécifique à SNCF Voyageurs. Nous avons pu voir pendant votre présentation que la marge de SNCF Voyageurs a diminué. Que pouvez-vous nous dire sur cette diminution de la marge? Alors, oui, la marge de SNCF Voyageurs, elle, a diminué.
Alors, vous l'avez constaté d'ailleurs, je crois que c'est plus d'un point, 1,1 point de baisse, et on reste quand même à un niveau élevé de 12,1%. Alors, le groupe a fait le choix, un choix assumé, de ne pas répercuter la totalité de la hausse des péages et de ses coûts dans le prix des billets. Et ceci pourquoi? Afin de préserver notamment le pouvoir d'achat de nos clients, qui sont aussi nos concitoyens. C'est un élément important, c'est un choix, nous ne l'avons pas subi, nous avons décidé d'augmenter moins le prix des billets que la hausse de nos coûts et la hausse des péages d'infrastructure. Voilà. Très La bien. réponse très claire à cette question, qui est un choix décidé par la direction générale du groupe. Très bien, merci beaucoup Laurent. Maintenant, une question sur la trajectoire de décarbonation. Je pense que c'est une question plus pour vous, Arnaud. Donc, SNCF est toujours sur une trajectoire carbone de 2 degrés, alors même que certaines entreprises françaises ont déjà entamé une trajectoire de 1,5 degré. Est-ce qu'il y aura du changement à ce niveau-là pour le groupe SNCF? Alors, Ibrahima, si je comprends bien la question de notre auditeur, nous parlons ici de la trajectoire SBTI que Laurent a rapidement évoquée dans le corps de la présentation. Effectivement, le groupe a été précurseur et avait lancé dès 2019 une trajectoire SBTI basée sur un scénario à 2 degrés. Et donc, il faut maintenant mettre à jour ce scénario pour arriver à une cible à horizon 2030 et un réchauffement contenu à 1,5 degré au lieu de 2 degrés. Ça nécessite beaucoup de travaux et d'évolution. Il faut savoir aussi que dans la trajectoire précédente, elle était basée uniquement sur le périmètre ferroviaire, alors que la nouvelle trajectoire que nous construisons s'appuiera également sur Geodis et Keolis, dont on a déjà dit qu'ils avaient validé leur trajectoire SBTI précédemment en 2024. Donc effectivement, dès cette année, nous allons mettre à jour notre trajectoire de décarbonation pour respecter la trajectoire SBTI à 1,5 degré. Merci beaucoup. Et maintenant, une question portant plus spécifiquement sur la logistique. Donc, pour vous, Laurent, pouvez-vous entrer plus en détail dans la performance opérationnelle de votre logisticien Geodis? Bien sûr, Ibrahima, on va rentrer un peu plus en détail pour comprendre comment on a atteint cette performance, qui est une performance que je considère comme remarquable, qui est la stabilité du chiffre d'affaires de Geodis. Alors, tout d'abord, il faut en revenir à comprendre ce qu'est Geodis, ce qu'est ce logisticien. Il faut comprendre que Geodis, il y a 4 métiers et il y a une complémentarité de ces métiers dans le portefeuille de Geodis. Geodis détient en fait 4 activités et 3 d'entre elles sont parvenues à passer des hausses tarifaires et à adapter leur outil industriel. Alors, il s'agit de la commission de transport, en mauvais français, je dirais le freight forwarding, la distribution express et le transport routier. Ça, c'est un élément très important. Et la bonne tenue de ces 3 activités a compensé, je dirais, la baisse des volumes que nous avons constatée dans la logistique contractuelle, donc dans la gestion des entrepôts, qui est cette activité ayant souffert de la relocalisation de la production et du déstockage à la fois en Europe et aux États-Unis. Voilà. Vous comprenez bien que cette complémentarité est un facteur de résilience de cette société Geodis qui a très bien performé. Stabilité du chiffre d'affaires, amélioration de la marge. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces informations. Dernière question, parce que nous sommes à court de temps pour terminer. Une question sur la gouvernance. Laurent, nous pouvons lire dans la presse que le processus de désignation du successeur du président Farandou se met peu à peu en place. Auriez-vous plus d'informations à partager avec nos auditeurs sur ce sujet-là? Je ne m'attendais pas du tout à cette question en 2025. Mais alors, Ibrahima, je vais vous décevoir. Non, je n'ai pas plus d'informations que vous et pas plus d'informations que celles et ceux qui lisent la presse. Alors, j'ai pu lire, comme vous, dans la presse, que notre actionnaire, représenté par l'Agence des participations de l'État, aurait, j'emploie le conditionnel, aurait choisi un cabinet pour trouver le successeur au président actuel, donc à Jean-Pierre Farandou. Et comme vous le savez, son mandat s'achève à la prochaine Assemblée générale qui devrait avoir lieu au printemps prochain. Donc voilà les seules informations que je peux vous donner. Je sais qu'elles sont déceptives, mais je n'ai pas d'autres éléments d'information à vous donner sur cette question qui est importante. Très bien, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Arnaud. Nous arrivons
à la fin de cet échange. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous voulez regarder la rediffusion qui sera disponible sur notre site internet sncf.fr. N'hésitez pas aussi à nous contacter via notre adresse email investor@sncf.fr. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.